le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Du 17 au 20 octobre 2024, des centaines de jeunes se sont retrouvés à Vaughan pour réfléchir sur les objectifs du développement durable à travers l'initiative Youth for ODD. De quoi s'agit-il concrètement? On en parlera. Changement climatique oblige, mais également des alternatives à la cherté de la vie. Des conducteurs de taxi ont trouvé donc une solution pour répondre à la cherté de l'essence. Là, l'exemple du Togo sera revu d'un instant à l'autre, c'est à travers l'instant du jour. Vous êtes sur One TV et c'est parti pour la matinale pour le compte de ce jeudi. Premier arrêt, revue des titres. La revue commence cette fois par le Togo. Baker, bonjour. Bonjour Ametonou, bonjour à toutes et à tous. La presse a de quoi vous informer. Aujourd'hui, nous sommes au Togo, au Sénégal et puis en Côte d'Ivoire. Merci donc pour démarrer avec le Togo. Tout est au bon quand même pour ce qui concerne le FMI, la Banque mondiale, dans leur rapport avec ce pays. Et oui, les quotidiens togolais s'accordent sur des sujets cruciaux pour l'économie du pays, tels que la coopération avec les institutions financières internationales, les défis du secteur bancaire et la relance économique. Focus Info dans ces colonnes titres Togo, FMI et Banque mondiale, l'axe se consolide, mettons en avant les efforts du gouvernement pour renforcer cette collaboration, notamment à travers les assemblées annuelles de ces institutions. Ouattara les vainqueurs renchérit avec son titre le Togo veut consolider sa coopération avec les institutions de Bretton Woods, soulignant l'importance stratégique de cette alliance pour soutenir la croissance économique du pays. Et à l'interne, pour dire donc sur place, tout n'est pas aussi rose, rapportent certaines presses ce matin. Et c'est la Nouvelle Tribune qui attire l'attention sur la crise persistante au sein de la Sounou Bank avec son titre révélateur, Sounou Bank. Encore une crise. Cette situation s'ajoute aux défis plus larges auxquels le secteur bancaire togolais est confronté dans un contexte où la confiance des investisseurs est primordiale pour assurer une relance économique durable. D'autres thématiques, toujours dans le secteur de l'économie, viennent compléter ce tableau. Et c'est Focus Info qui évoque la nécessité de mobiliser des fonds pour revitaliser la filière café-cacao à travers son article mobilisé 22 milliards de francs CFA pour relancer la filière, tandis que le gouvernement se penche sur les préoccupations des commerçants affectés par la saison des pluies, un sujet également abordé par ce journal. Enfin, d'autres sujets, Flambeau des démocrates aborde les enjeux sociaux avec son titre Alcool et tabac, sauver la jeunesse, mettant en avant les actions du gouvernement pour sensibiliser la population aux risques liés à la consommation de ces substances. En Côte d'Ivoire, cette fois, les quotidiens évoquent principalement les questions liées à la révision de la liste électorale, mais également les préparatifs pour la présidentielle de 2025 avec en toile de fond certains candidats qui sortent davantage de l'eau. Et c'est le jour plus qui titre révision de liste électorale, manque d'engouement, accusation azimut contre la CEI, l'opposition rattrapée par ses mensonges, mettons en exergue les critiques autour du processus d'enrôlement, notamment l'absence de mobilisation des électeurs et les polémiques entourant la commission électorale indépendante CEI. Dans la même veine, la voix originale souligne les dysfonctionnements du recensement avec son titre près de 6000 lieux de recensement n'ont reçu aucun requérant, révélant les difficultés organisationnelles et la pression autour du calendrier de révision électorale. Et le potentiel candidat Thiam qui alimente beaucoup plus le débat politique en Côte d'Ivoire actuellement. Et de ce côté, c'est le journal Nouveau Réveil qui rapporte la visite de Thiam à Douékoué. En titre, ceux qui pensent que je ne peux pas être président de la République seront
très déçu, mettant en avant sa détermination à se présenter et à établir des contacts directs avec des électeurs. Ce journal met également l'accent sur le soutien massif que reçoit Thiam au sein du PDCI-RDA avec une forte mobilisation de ses partisans à Douekoué. Le Jour Plus ajoute à cette analyse en se demandant si Thiam osera-t-il affronter Ado Alassane Dramane Ouattara, un titre qui illustre l'incertitude et les spéculations autour d'une éventuelle confrontation avec l'actuel président Alassane Ouattara. Ces sujets donc reflètent l'effervescence politique en Côte d'Ivoire où l'opposition, les candidats potentiels et les institutions électorales sont sous l'effet des projecteurs à l'approche de 2025 avec des questions cruciales sur la crédibilité du processus électoral et les stratégies des candidats. Au Sénégal, cette fois, l'agriculture, l'emploi et surtout des défis structurels intéressent la presse ce matin. Et de toute évidence, c'est ainsi que Enquête met en lumière les scandales au domaine agricole de Sangalkam où 519 hectares ont été déplacés sans autorisation et 45 hectares ont mystérieusement disparu. Des acteurs influents, parmi eux des agents des impôts et des douaniers, des magistrats et des dignitaires seraient impliqués. Ce dossier sensible est désormais entre les mains des nouvelles autorités, accentuant la gravité de l'affaire. De son côté, Sud Quotidien souligne la crise de la filière arachidière avec son titre évocateur « Enquête d'un second souffle ». La Sonacos de Kaolack, autrefois pilier du secteur, est désormais en déclin. Le manque de financement pour les opérateurs privés et la concurrence des exportateurs étrangers freine la relance de la filière à Ziguinchor. Les nouvelles autorités s'efforcent donc de trouver des solutions en attendant les assises sur le secteur agricole pour redynamiser cette activité. Enfin, Réumi Quotidien attire l'attention sur la dégradation de l'emploi au Sénégal en publiant les chiffres inquiétants sous le titre du mal. La direction de la prévision des études économiques confirme une baisse alarmante de 5,1% du secteur de l'emploi sur l'année. Ce recul significatif témoigne des défis économiques auxquels le pays doit faire face, une situation qui nécessite des mesures urgentes. Mesures urgentes, dites-vous, ça fait une transition toute trouvée pour amorcer l'instant du jour. En effet, les conducteurs de taxi ont trouvé cette mesure urgente pour répondre à la cherté de la vie. Eh bien, le gaz butane est désormais utilisé en lieu et place de l'essence. À quoi retourne cette utilisation et quels sont ses avantages et si possible ses inconvénients, éléments à travers cet instant du jour. À première vue, cette pratique semble une solution économique ingénieuse. Cependant, elle dissimule des dangers potentiels qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices. Face à l'augmentation continue des coûts de l'essence, de nombreux conducteurs de taxi ont décidé d'adopter le gaz butane comme une alternative au carburant. Cette transition a été largement acceptée par une partie de la profession. Des chauffeurs que nous avons rencontrés nous racontent leur expérience. Au Ghana, c'est ça qu'ils utilisent. Pourquoi pas chez nous ici? Chez nous ici, ils ont refusé de mettre les stations de gaz. Qu'on puisse, nous qui utilisons le gaz, qu'on va les mettre comme le carburant aussi. Ils ont refusé. Avant, ça nous avantageait. Moi, j'utilise le gaz, ça fait au moins presque, ma voiture fait 6 ans. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore touché mon moteur. Je n'ai pas vu son dégât. Donc ça fonctionne normal. Donc ça dépend de consommation, comment ça consomme le carburant. C'est ça aussi que le gaz va consommer. Par exemple, ma voiture, si je prends 12 kg à 10 000, ça va me faire 250 km. Mais parfois l'essence, 200 km, 20 litres c'est fini. Donc c'est à cause de ça que j'ai mis gaz. Donc moi je n'ai pas vu les dégâts de gaz. Pour comprendre les implications techniques et les risques associés à cette pratique, nous avons interrogé un technicien mécanique. Le processus de transformation du moteur à essence afin qu'il fonctionne au gaz butane est relativement simple. Toutefois, cela requiert des spécificités pour minimiser les risques. C'est un dispositif qu'une mentalité africaine, n'est-ce pas, installée afin de pouvoir, en fait, c'est une manière de faire une création ou encore
donner encore plus de son savoir. Donc on fait partie du dispositif là pour pouvoir faire propulser la voiture. Et comment est-ce que ça se passe? Nous avons ici le collecteur. Ça s'appelle collecteur d'admission. Donc on place le dispositif à cet endroit-là, histoire de pouvoir conduire jusqu'à l'admission. Parce qu'à l'intérieur, nous avons des cylindrées. Et dans chaque cylindrée, il doit y avoir explosion, afin que la voiture puisse être toujours en marche, en roulement. Donc on met le dispositif et puis il y a une conduite de gaz à l'ouverture des soupapes afin que cela puisse faire rouler la voiture. Bon, maintenant, quand c'est de l'essence, à la façon dont le blanc a conçu, c'est à chaque cylindre qu'il y aura des jaillissements de carburant. Quand il y aura jaillissement de carburant, il y aura aussi un pourcentage d'air qui ira s'accompagner. Et ainsi, ça donnera un gaz à l'intérieur de la cylindrée. Et ainsi, ça fait aussi marcher le véhicule. Donc, aujourd'hui, quand on va parler de ce dispositif, ce n'est pas trop adapté à notre climat, ce n'est pas trop adapté à notre environnement, mais quand même les gens... La réalité, c'est que c'est un gaz déjà préparé. Or, quand c'est le carburant, c'est un gaz qui se fait préparer à l'intérieur. Voilà. Un gaz déjà préparé qui doit suivre une conduite. Je pense que ça a encore plus d'effet que celui qui sera préparé à l'intérieur. Quand la chaleur est encore plus forte, on a des risques d'explosion. Et pourtant ici, comment ça se fait? Ce sont des bouteilles qui sont chargées dans le capot, ainsi conduites par un tuyau qui peut se percer, n'est-ce pas, à n'importe quel moment, jusqu'à le volet admission. Donc, d'abord, quand le gaz est encore plus conséquent, je pense, si seulement dans la voiture on montait les vitres et que le gaz est encore plus conséquent, puisqu'il pèse plus que l'air. Ainsi, ça peut, n'est-ce pas, asphyxier. C'est l'une des possibilités. D'abord, je peux souligner ça comme un premier danger. Et secondo, quand il y a trop de chaleur, tel que vous venez de le dire, c'est vrai, nous sommes en Afrique, nous sommes au Togo, quand il y a plus de chaleur, une forte chaleur, ça peut toutefois créer l'explosion. Alors que l'utilisation du gaz butane comme carburant alternatif semble offrir une solution économique à court terme pour les chauffeurs de taxi, les risques potentiels pour la sécurité publique ne peuvent pas être ignorés. La quête d'économie ne doit pas se faire au détriment de la sécurité des autres. Le recours au butane est une épée à double tranchant. Il allège le fardeau financier, mais expose les conducteurs et leurs passagers à des dangers imprévisibles. Qui est bien dit et trouvé comme conclusion. Hervé Kobi Adjahou, vous êtes journaliste spécialisé dans les questions de l'environnement. Vous avez suivi cet élément. Quelle réaction cela suscite en vous? Bonjour cher Amétonou et bonjour à tous ceux qui sont actuellement encore devant le petit écran pour nous suivre. Et en suivant l'élément, je me suis posé plusieurs questions. D'abord, qu'est-ce qui pousse les gens donc à se donner ce choix de mettre de côté l'essence et de s'attaquer au gaz pour faire rouler leur engin? Et on dira en même temps par réponse que c'est de faire de l'économie. Et dans l'élément, ça a été bien touché aussi, faire de l'économie, mais ne pas essayer de mettre la vie des gens en danger. Et c'est pour dire que ça soit de l'économie ou pas, il y a un danger qui est dedans. Là, nous sommes appelés à éviter cela parce que le problème, c'est qu'on on le sait bien que quand les gaz butane sont en mouvement, il y a une chaleur qui se dégage. C'est comme si vous prenez une bière qui est chaude, vous secouez la bouteille, quand vous l'ouvrez, vous voyez comment il y a un gaz qui sort dedans. C'est la même chose qui se passe quand on prend attache avec ces gaz-là. Ce qui veut dire que quand les voitures roulent, il y a un mouvement qui se... Les secousses qui sont observées peuvent engendrer donc ce mouvement au niveau de la bouteille de gaz. Exactement. Et si ça explose, il faut voir déjà les vies qui vont partir en fumée. Donc il faut réellement que même si c'est un moyen pour les usagers de se faire de l'économie, il faut donc que les routiers ou bien le gouvernement avec ces détachements qui sont dans ce domaine de transport puissent régulariser ce domaine-là afin que
on évite ce danger que nous-mêmes nous préparons. Si c'est à cause de racheter du carburant, il faut donc que l'État essaie de voir de ce côté. Il est bien dit dans les informations récentes que le baril a diminué de coût. Là, il faut donc que les pays qui ont tendance à s'approvisionner puissent essayer de réduire un peu le coût à ce que les usagers puissent avoir de la chance de ne plus, dans ce sens d'économie, puissent perdre leur vie sans même penser à des dégâts qui vont rester derrière eux. Il faut y penser tous les jours. Il faut y penser tous les jours et cela nous amène donc à se poser des questions sur les ODD avec les jeunesses, surtout des pays, aussi bien de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique du Centre, qui se sont retrouvés à Vaughan pour se pencher donc sur ces questions. Mesdames, Messieurs, place maintenant à la causerie. Je vous le disais, du 17 au 20 octobre dernier, eh bien, la ville de Vaughan a accueilli une centaine de jeunes leaders et engagés des objectifs de développement durable provenant de 10 pays africains. On aura donc le temps de vous citer ces différents pays. Cette rencontre internationale était axée sur les agendas 2030 de l'Union africaine, des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine. C'est quoi concrètement cette initiative? Pourquoi le Togo l'a abrité et quelles en sont les retombées? Mesdames, Messieurs, ce sera donc autour du thème Togo, camp régional Youth for ODD. Eh bien, quel gain pour la jeunesse africaine? Alors, deux acteurs du monde de l'environnement et en même temps du développement seront avec nous pour en parler. Vous l'avez déjà constaté, Hervé Komi Adjako était déjà donc intervenu pour donner son avis sur l'utilisation du gaz butane, donc il fait partie de ces invités spécialistes des questions de l'environnement. Hervé Komi, bonjour. Bonjour, cher Améton. Alors, en face de vous, il sera avec nous d'un instant à l'autre, c'est bien sûr Kodjo Bagnan. Il est le président de AGF Togo, secrétaire à l'organisation donc de ce camp régional de Vaughan. D'un instant à l'autre, lui qui a quitté Vaughan ce matin pourra donc nous rejoindre. Alors, vous avez participé activement aux travaux de cette rencontre régionale Youth for ODD. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Merci beaucoup. Et le jour où j'ai reçu l'élément ou bien l'invitation de prendre part à ce camp, d'abord l'invitation était d'être partenaire pour ce camp. Le partenaire au nom du réseau Clément Jeune Francophone, qui est un réseau qui regroupe plusieurs associations, jusqu'à 25 associations. Et l'invitation nous est adressée afin d'être partenaire pour que ce camp soit réaliste au Togo. Nous nous sommes posés assez de questions, à savoir à quelle fin ce camp va se tirer vers quoi. Et du coup, on a lu les documents, les thématiques qui seront à l'ordre du jour du 17 au 20, ces 4 jours. Nous nous sommes posés des questions sur les pays qui vont se réunir dans ce camp. Nous nous sommes posés des questions des structures qui prendront part à ce camp. On a aussi demandé à savoir quelles sont les ONG et leurs domaines d'intervention qui vont prendre part à ce camp-là. Après avoir posé toutes ces questions, nous nous sommes dit, bon, c'est déjà une bonne nouvelle que nous nous engagions à accompagner ce camp du côté de la communication, du côté de l'organisation. Et les débats ont eu lieu avant le camp pour savoir comment organiser ce camp afin que les thématiques qui sont là du jour soient bien expliquées, soient bien connues, afin que tous ceux qui vont prendre part à ce camp puissent en tirer profit et dès le retour dans leur pays, chacun, qu'ils puissent avoir, disons, une restitution à leur niveau. Alors, déjà le jeudi que le camp a démarré le 17. Avant d'en arriver donc aux différentes déclinaisons et surtout les résultats obtenus, pourquoi l'expression Youth for ODD? Ah ben là, ce serait une question qui serait adressée à ces deux ONG, Youth for ODD,
qui a été choisi. Il faut donc que l'organisateur qui est au Togo, AGF Togo, et l'organisateur du Bénin, RAED ONG, les deux qui sont associés à organiser, puissent décliner un peu le sens de Youth for ODD. Mais il faut le dire, vous savez aujourd'hui que quand il y a des acronymes ou bien des noms qui attirent, et quand on parle des thématiques en français, c'est un peu long. Ça c'est à mon avis, sûrement qu'on aura assez d'explications sur la chose. En français, ça veut dire la jeunesse pour les ODD. Alors qu'en anglais, vous voyez que c'est très loin en français, la jeunesse pour les ODD, alors qu'en anglais, Youth for ODD, avec les acronymes, avec les réductions, les changements de lettres, de mots pour remplacer des mots, ça sonne très bien à l'oreille. Alors, vous voyez qu'ils ont bien fait le choix de réduire ça à avoir un petit mot pour parler... pour désigner la même chose. Exactement. Alors, vous l'évoquiez d'un instant à l'autre, ça vient donc du Bénin. Il y a donc le Bénin qui participe à cette activité. Il y a le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Tchad, le Gabon, le Ghana, la Guinée. Et voilà, donc, autant de pays qui ont participé, une centaine de personnes qui ont pris part. Alors, pourquoi avoir choisi le Togo pour cette édition-ci? Du document que nous avons reçu après lecture et compréhension et des questions que nous avons posées à ces deux ONG qui ont organisé cette rencontre au Togo, il faut nous dire que l'édition 1 a eu lieu au Bénin, à Parakou, en octobre 2023. Et dans le document, bien la charte qui réunissait ou bien qui est le soubassement de ce camp, il est dit que le pays qui ne prend pas en nombre au camp reçoit l'édition suivante. Du coup, à l'édition 1, le Togo a été bien représenté à Parakou en 2023, ce qui a donné la chance au Togo d'organiser l'édition 2. La probabilité maintenant de vous dire que l'édition 3, le pays qui a été représenté en nombre, c'est le Burkina Faso. Donc ça va Ouagadougou, si possible, ou certaines villes de ce pays qui vont abriter l'édition 3 de Youth for ODD. En 2025, bien sûr. Alors pour l'édition togolaise à laquelle vous avez activement pris part, quel a été le thème central et pourquoi? Le thème central de l'édition 2 qui a eu lieu à Vaughan, au centre Cénacle des Sœurs, c'est axé sur le thème « La jeunesse africaine au cœur des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine ». C'est un peu ça la thématique générale de ce camp de Vaughan. Et il faut le dire que depuis très longtemps, les forums, les COP s'organisent autour de la thématique des ODD et changement climatique. Il faut donc et chaque organisation bien sûr, Nations Unies et l'Union africaine se donne l'objectif à atteindre dans un laps de temps afin de pouvoir changer un tant soit peu la problématique qui gangrène notre climat aujourd'hui. Du coup, la jeunesse doit prendre une part dans ces questions-là. Et si on prend aujourd'hui la plupart des populations aujourd'hui, la jeunesse a une tranche assez élevée. Il faut donc que les questions environnementales ne soient pas hors de la jeunesse parce que le jeune a encore la force pour pouvoir appliquer se donner ce devoir-là, d'aller sur le terrain, de faire la documentation, d'appliquer et de changer avec ses idées et son activité sur le terrain. Si on parle de l'agriculture, c'est le jeune qui a aujourd'hui cette chance-là d'avoir la technologie à sa guise pour changer le domaine de l'agriculture et comment manipuler les outils aujourd'hui pour faire, une activité qui va réduire moins la tendance du changement climatique. Du coup, il faut donc que le jeune soit inculqué, soit invité à prendre part à ce genre de débat et prendre des décisions qui va maintenant, disons-le, le toucher dans l'avenir. Parce que si le jeune aujourd'hui n'arrive pas à prendre des décisions, 2 ou 3 jours, 4 jours, des années, c'est lui qui deviendra la victime. Il faut donc qu'aujourd'hui, le jeune soit déjà appliqué à la chose et prendre des décisions qui vont l'aider dans l'avenir pour que, même après lui,
ceux qui vont suivre ne puissent pas subir encore les mêmes conséquences que nous subissons aujourd'hui. Donc préparer l'avenir pour la future génération, c'est déjà dès maintenant et ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront les vieillards de demain. Exactement. Et ainsi de suite. Alors vous avez dit tout à l'heure qu'aux échanges préparatoires de cette rencontre de Vaughan, il y a eu des thématiques qui ont été abordées. Les ODD, c'est 15 déclinaisons, mais quand on prend par exemple les questions de l'eau, de sol et des forêts, les choses dans lesquelles vous êtes vraiment, donc vous êtes imprégné véritablement à travers vos actions de communication. Est-ce que vous avez le sentiment, non seulement au travers de vos approches sur le terrain en termes de reportage journaliste, donc sur ces questions environnementales, mais en participant à ce camp, est-ce que vous avez l'impression que la jeunesse a pris vraiment la mesure de la situation, de l'enjeu? Est-ce que la jeunesse est réaliste, sachant que l'eau, par exemple, est une ressource qui peut s'épuiser un jour? Oui, vous avez raison. De ce que nous avons vu, des discussions, des débats, il faut dire que la jeunesse qui s'est rassemblée à Vaughan a déjà eu des avances sur la thématique. Ça, il faut le dire. Parce qu'au fur et à mesure que les communicateurs et les ateliers, disons, se déroulent, les réponses qu'avançait la jeunesse, il faut dire qu'il suffit donc de donner encore une petite chance à cette jeunesse-là, de prendre le devant de la scène, vous verrez que les choses vont changer. Là, il faut le dire parce que ça a été vraiment un melting pot de multi-connaissances durant ces 4 jours, le partage des connaissances, des expériences, et même je vais un peu toucher cette thématique-là de la manière dont on va gérer les déchets. Et il y a eu le directeur de Rambaloto, c'est une société Rambaloto qui transforme les déchets et les sachets. Lors de cette discussion, vous allez croire que les jeunes qui étaient présents connaissaient depuis la société. Ils connaissaient peut-être ce qui doit se faire avec cette transformation, cette prévention, cette gestion efficace de la chose. Au moment où le directeur parlait, il faut dire que la transmission, l'échange était très facile pour lui. Il n'est pas devant, disons, une équipe, bien un groupe de jeunes où il va dispenser un cours. C'est devenu, comment je peux l'expliquer, échange d'expérience. Et c'est devenu, ce n'est pas un débat plutôt, mais c'est plutôt une manière de se compléter. Une causerie. Une causerie, voilà. Alors, j'ai reçu des gens, surtout dans le domaine de l'agriculture ici, qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, ont encore des difficultés pour ce qui concerne la gestion intégrée des ressources en eau. Donc la maîtrise de l'eau, par exemple, pose problème dans l'espace ouest africain, beaucoup plus au niveau du golfe de Guinée, où on ne le dira jamais assez, nous continuons pas à importer des produits de contre-saison du pays du Burkina Faso. Et mieux, les dérèglements climatiques aujourd'hui font que plus personne ne sait véritablement quand est-ce qu'il va véritablement pleuvoir et en quelle quantité. C'est vrai que la NAMET aujourd'hui fait un travail formidable. Oui. Elle a annoncé le mois de septembre, par exemple, comme un mois où il y aura beaucoup de précipitations au Togo, à Lomé surtout, la région maritime, ce qui n'a pas été le cas. Mais sur les jours à venir, on voit ce qui se passe dans les autres capitales. Est-ce qu'il y aura une abondante pluie qui va nous assaillir un matin? On ne le sait. Alors, quand c'est comme ça, et vous pensez aujourd'hui que la jeunesse a cette maîtrise des questions liées à l'eau, est-ce qu'il n'y a pas de contraste? Il n'y a pas de contraste parce que quand je dis cela, il faut dire que aujourd'hui, si on prend un jeune, c'est d'après le camp, si on prend un jeune, il sait que si on a un budget de telle somme et qu'on sait qu'il n'y a pas de pluie à tel moment, le jour où il n'y aura plus, on peut maintenant faire quoi? Canaliser l'eau. Canaliser l'eau, essayer de mettre en place des distributeurs agréés de l'eau pour savoir à quel moment l'eau doit tarer, comment on peut gérer l'eau, comment faire des produits à contre-saison. Tout a été discuté et il faut dire qu'aujourd'hui, bon, si on laisse la jeunesse qui a pris part à ce camp, la plupart des agriculteurs aujourd'hui le savent bien qu'il faut maintenant avoir de l'argent pour faire l'agriculture. En temps, l'agriculture était laissée à une tranche de personnes qui le faisaient
parce qu'il faut le faire. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue une entreprise qu'il faut bien organiser. Quand vous maintenant faire l'agriculture aujourd'hui, il ne suffit pas de se lever un jour comme ça et de prendre ça ou bien ça d'abord et d'aller dans un lieu et cultiver. Non, il faut maintenant faire un budget sur un espace donné, quel outil utiliser, comment je dois amener l'eau sur le terrain. Si mon champ, mon espace est proche d'une rivière ou bien d'un fleuve, comment essayer de ramener l'eau sur cette terre-là au moment où il n'y a pas plu. Et quand il y a plu, et quand la pluie déborde, comment je dois gérer mes clôtures afin qu'il n'y ait pas de perte au niveau de la production. Toutes ces choses, c'est une gestion, une étude qui l'accompagne. Du coup, les juges d'aujourd'hui ont cette chance d'étudier cela dans les classes, de les appliquer en stage. Aujourd'hui, quand ils sortent de ces écoles, ils deviennent des agronomes, des spécialistes en agriculture. Ils sont donc ces personnes qu'on doit consulter. Bien qu'on le dit souvent qu'il est difficile qu'un papa consulte son enfant pour avoir des conseils, mais il faut le dire aujourd'hui, le monde a changé. Le papa peut consulter son enfant pour demander, je veux faire ceci, comment je peux et commencer. Parce que il a donc... Oui, alors ces jeunes qui sont sélectionnés pour participer à ces camps, donc c'est des ingénieurs en agriculture? Il y a dedans des ingénieurs en agriculture, des ingénieurs, disons, en gestion eau, il y a des ingénieurs en changement climatique, il y a des ingénieurs dans plusieurs thématiques, même les ingénieurs en santé, parce qu'il y a au cours de l'atelier, au cours du camp, il y a même eu des formations disons, les papiers que les femmes utilisent pour se protéger lors de leur menstru. Le papier hygiénique. Papier hygiénique, bien sûr. Il y a eu des formations dans ces éléments-là et ils ont fabriqué des papiers hygiéniques réutilisables et biodégradables. Ce qui veut dire qu'au lieu d'acheter toujours ces papiers qui sont dans les boutiques, les utiliser, les déposer quelque part, et ça conduit à des maladies, parce que quand on jette quelque part la pluie, il pleut, les débris qui sont dedans s'infiltrent dans le sol, et nous qui buvons les eaux de pluie, les eaux de forage, tout est dedans, on consomme, c'est la maladie. Donc avec ces papiers fabriqués, réutilisables, il n'y a plus le temps de les jeter partout dans le coin des rues pour déranger la santé humaine. Et dans ce sens aussi, il y a eu même la fabrication des déodorants anti-sueurs faits à base des produits locaux. Et c'était vraiment beaucoup de choses. Et il faut le dire qu'il y a eu ces deux projets qui ont reçu des prix au cours de la soirée de gala qui a eu lieu pour clôturer ce camp. Alors, nous avons parlé donc de la gestion de l'eau. Vous avez estimé que la jeunesse aujourd'hui est suffisamment outillée pour répondre au dérèglement climatique si on lui donne les moyens. Alors, la question des sols aujourd'hui, oui, vous avez dit que désormais l'agriculture, ce n'est plus les roues, les dabas ou les coupes. Il faut aller donc à une agriculture plus moderne, donc la mécanisation. Exactement. Mais cette mécanisation appelle aussi la dégradation du sol, parce que les acteurs vous diront que plus la machine passe dessus, on y ajoute des additifs et puis après le sol devient de plus en plus pauvre. Est-ce qu'on y est préparé aujourd'hui pour le long terme? On sait que dans toute activité, il y a toujours le pour et le contre. Il y a les risques. Il y a les risques partout. Quand vous prenez un médicament, sachez que le médicament va vous guérir, mais il y a toujours des côtés, des inconvénients, même si le degré est moins, il y a toujours à en avoir. Si nous prenons la terre aujourd'hui, le sol que nous cultivons, il faut le dire que bien sûr que l'utilisation ou bien la mécanisation de l'agriculture aujourd'hui peut causer assez de dégâts à la terre et surtout à la production, ou bien à la productivité de ce que nous y mettons. Mais on ne doit pas oublier que aujourd'hui l'Afrique, ou bien disons, oui, l'Afrique doit se nourrir à base de son agriculture. Si on va toujours attendre que l'extérieur nourrisse
l'Afrique, on va toujours demeurer dans la pauvreté. C'est pourquoi il faut donc essayer d'agrandir les sols agricoles et essayer de chercher des méthodes pour pouvoir faire cette agriculture-là et ne pas penser à ce que le sol sera appauvri. Bien sûr, quand on met les machines pour cultiver, ça détruit assez de nutriments. Mais il faut le dire, il y a aujourd'hui de ces nutriments naturels que nous pouvons produire. Au lieu d'utiliser les engrais chimiques pour que la terre soit encore appauvrie, il faut faire recours aux engrais naturels et bio pour permettre à ce que la terre que nous voyons appauvrie puisse se régénérer à nouveau avec l'utilisation de ces engrais que nous savons aujourd'hui. Il ne suffit pas d'utiliser simplement des tracteurs pour cultiver, mais il faut en même temps compenser ce que nous détruisons. C'est pourquoi il faut en même temps placer à côté de ce que nous faisons des sources de restitution d'économie ou bien de restitution de ce que nous détruisons. En même temps, il faut en même temps combler le vide que nous creusons derrière pour que dans 3-4 jours, bien 1 an, 2 ans, 10 ans, 100 ans, que la terre que nous allons laisser à la future génération soit toujours une bonne terre, un bon sol qui va toujours produire et faire de nous, Africains, un continent alimentairement indépendant. Oui, on sera indépendant, mais aussi il faut préserver la forêt, elle vous est chère. Vous y avez travaillé également au cours de ces 4 jours de rencontres donc, à travers ce camp régional tenu à Vaughan. Qu'est-ce qui est prévu? Parce que chaque jour que Dieu fait, on coupe davantage d'arbres, mais on n'en replante plus. Oui, on coupe d'arbres chaque temps et on n'en replante plus. Il faut dire que depuis des années déjà, le Togo se décale un peu de cette réalité. On coupe, mais on replante. Là, au cours de ce camp, pour matérialiser cette thématique, il y a eu un moment de reboisement afin de donner le goût à la jeunesse, de dire partout où vous passerez, mettez quelque chose en terre pour prouver que vous avez fait un passage à ce lieu. Du coup, aujourd'hui, quand on parle de forêt, nul n'ignore plus son importance dans la vie humaine, dans la vie quotidienne de l'homme. Parce que même si vous n'avez pas de forêt dans votre localité, la forêt qui se trouve au moins à 1 kilomètre de chez vous donne vie donne vie à votre alentour et vous respirez à bas de cette forêt parce que c'est le rôle que joue la forêt. La forêt purifie le vent, purifie l'air et précisément ça nous aide à avoir une bonne santé et nous sommes très à l'aise quand les forêts sont aux alentours de nous. Si on prend aujourd'hui des localités où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres, c'est la souffrance totale, hein, il faut le dire. Et chacun de nous peut imaginer aujourd'hui que si nous constatons l'absence des arbres dans des localités, quand un petit vent se soulève, c'est le désastre. C'est le désastre et ça fait très mal aux vies humaines. Donc il faut chaque temps promouvoir les forêts, essayer de faire des forêts communautaires dans nos zones où il y a encore assez d'espace parce qu'on ne va pas attendre que les forêts que nous avons soient parties avant qu'on ne commence par essayer d'en créer d'autres. Chaque jour que Dieu fait, si vous avez la possibilité, vous avez un espace, mettez toujours en terre un plan. Parce qu'on ne sait jamais, le plan que vous mettez en terre aujourd'hui peut aider quelqu'un demain. Si cela ne vous profite pas aujourd'hui, demain, ça sera profitable pour quelqu'un qui vous dira merci. Et la phrase ordinaire que nous disons aujourd'hui, on dit souvent qu'il faut faire quelque chose pour qu'on sache que quelqu'un ait vécu ici avant de partir. Au lendemain donc de vos assises ici à Vaughan, s'ouvrait à Cali. Là, nous sommes en Colombie, le 21 octobre dernier, la COP 16. Vous l'avez suivi, ça continue donc jusqu'à une dizaine, en tout cas ça va durer 10 jours. Jusqu'au 1er novembre. Alors, Cali, donc on est parti pour savoir véritablement ce qu'on fait par rapport à la protection de la biodiversité, surtout la question des terres ou des espaces appartenant aux indigènes. Est-ce que vous pensez que véritablement
depuis la COP du Canada à Montréal, où on a pris l'engagement de respecter ces communautés indigènes qui protègent d'une manière ou d'une autre cette biodiversité dont vous parlez des forêts. Est-ce que quelqu'un agit? Parce que les statistiques révèlent que sur les 196 pays qui ont pris part et qui ont signé ces accords, il n'y a que 29 qui ont montré quand même un début d'engagement. C'est vraiment très difficile la remarque faite, parce que ça fait très mal quand nous lisons certains documents, nous lisons des engagements, et à un moment donné, on ne voit pas le résultat qui accompagne. Si on met de côté, peut-être un exemple, si on met de côté cette décision-là et on s'attaque à d'autres COP des années écoulées, il y a même des engagements qui ne sont jamais pris, qui ne sont jamais respectés jusqu'à aujourd'hui. Et parlant de cet engagement de la COP 15 de Montréal, c'est vraiment difficile. Et on se pose la question de savoir pourquoi sur les 187 pays et autres, là, il n'y a que cette petite, disons, ce petit nombre qui est peut-être 29 qui est pu peut-être respecté. Parmi ces 29, ce ne pas des pays qui sont véritablement exposés, c'est des nations qui ont juste besoin de fonds climat pour faire tourner leur économie. Si on prend des pays comme le Brésil, où heureusement le président, depuis l'avènement du président Lula, l'Amazonie respire un peu plus aujourd'hui, mais pas totalement, parce qu'il y a toujours des manifestations pour dénoncer l'exploitation sauvage de leur espace, pour l'exploitation peut-être du bois ou même la recherche du pétrole et autres. Donc ces communautés indigènes, aussi bien au Canada comme au Brésil, sont toujours menacées. Et c'est ce que je disais, que ça fait très mal que les pays même qui sont à la source, ou bien qui sont même les pays destructeurs qui accompagnent le changement climatique, n'arrivent pas à respecter ces engagements pris. Plutôt, on laisse le soin à ces pays qui ne sont même pas des vraies victimes et essayer d'agir pour, disons, respecter les engagements. Et vous avez bien soulevé ce problème-là, ou bien le mot, c'est pour avoir le fonds climat. Et on se pose la question, est-ce que réellement ces fonds climat sont versés? Si c'est versé, tant mieux. Si ce n'est pas versé, alors où irons-nous? Vous avez bien touché ces problèmes où il y a encore, du moment où on protège l'environnement, les forêts, il y a encore des gens qui arrivent encore à couper des arbres. Vous ne devez pas savoir qu'il y a de cela une semaine, en RDC, il y a le parc de Virunga. Oui, il y a même ils sont menacés. Mais pas ça même, il y a même un journaliste, un journaliste protecteur de l'environnement qui court la prison parce qu'il a dénoncé le fait qu'il y a même les gens qui coupent les bois rouges pour aller vendre. Quand ce dernier a dénoncé le fait qu'on donne autorisation à des gens de couper les bois rouges qui sont vraiment prisés, qui sont protégés, ce dernier court la prison. Ça fait très mal qu'aujourd'hui, exemple, on vient, on nous prend que nous, pourquoi on dit qu'on coupe les bois ici parce qu'on défend l'environnement, on nous emmène en prison. Ça fait très mal, alors que ce sont ces forêts-là qui donnent encore vie à la population qui sont encore en vie aujourd'hui. Alors, parlant de cette COP16 qui est là avec les engagements qui ne sont pas encore respectés, et semble-t-il dans les discussions, ce que nous avons su, c'est que les discussions qui ont cours depuis le mardi, jusqu'à qui pourront prendre fin avec des résultats le 1er novembre, c'est au cours de cette discussion-là qu'on verra réellement est-ce que l'application des engagements de la COP 15 seront respectés. Maintenant, si c'est respecté, alors qu'est-ce qui va accompagner? Il y aura un financement qui sera alloué à tous ces pays-là qui sont venus présenter leurs membres afin d'arriver à concrétiser ces engagements qu'ils ont pris depuis la COP 15. Et ce qui m'a plu en résumé, c'est que la thématique qui a été choisie pour ce camp, c'est ce qui a été bien. Il faut faire la paix avec la nature. Si on veut faire la paix avec la nature, c'est qu'il faut réellement respecter la nature afin que la paix y soit réellement. Alors, on revient donc sur le camp
régional Yoff for ODD. Au regard, donc, nous avons cité quelques aspects de discussion au sol forêt, mais il y a également les sachets que vous avez évoqués. Il y a beaucoup d'entreprises qui œuvrent également au Togo. Dans ce sens-là, ils transforment donc les sachets en des matières aujourd'hui biodégradables, mais dans leur ensemble. Et quand vous avez participé à ces travaux, quel est le regard que la jeunesse a aujourd'hui vis-à-vis des questions en rapport avec les objectifs du développement durable? Le jeune aujourd'hui se donne disons, cet engagement ou bien ce devoir-là d'arriver à impacter son entourage et les sachets pratiques, les questions de changement climatique ou bien comment protéger son environnement. Le jeune se donne l'autorisation ou bien l'engagement de le faire, mais il y a toujours un problème qui reste, il faut un accompagnement. Qui va le faire? Parce que pendant longtemps, on l'a dit, et c'est d'ailleurs ce que nous dénonçons au niveau des COP aujourd'hui, on demande aux pays les plus pollueurs, par exemple, de payer leur pollution, ce qui n'est pas véritablement le cas, ce n'est pas matérialisé depuis la COP de Paris. En 2015, à ce jour, la COP 15 de Paris, du moins, on n'a pas eu véritablement l'engagement de ces nations pollueurs à accompagner et les autres. On demande à l'Afrique de ne pas s'industrialiser, qu'on va l'assister, mais cela ne vient jamais de quelqu'un. Donc, si aujourd'hui, la jeunesse au Togo demande un accompagnement pour faire face aux ODD, qui va le faire? C'est le gouvernement? Voilà, le gouvernement a déjà, depuis un moment, disons, a déjà commencé par accompagner les jeunes à travers de différentes activités, mais au fond de cette question d'être accompagné sur des activités de haut niveau, il faut dire que, à part le gouvernement, il faut que la jeunesse puisse faire des plaidoyers à l'extérieur. En temps, il y a eu cette marche-là, marche pour le climat. Je ne sais pas si les gens savaient ce qui se cachait en dessous de cette marche-là pour le climat. Il y avait eu ce genre d'appel à ce que la jeunesse marche pour le climat. Quand vous lisez sur la toile, les gens disent, vous marchez pour le climat, vous n'aurez rien. Vous marchez pour le climat, ça vous apporte quoi? Vous marchez pour le climat, mais ça ne donne rien. Là, si réellement on prenait en compte ce pourquoi il faut marcher pour le climat, si on savait réellement ce qu'on peut tirer dedans, si on se donnait corps et âme avec cette marche pour le climat, vous verrez que ça pourra bouger l'international, ça pourra bouger les Nations Unies. Et si l'Afrique tout entière se réunissait, comme les jeunes commencent par le faire, se réunissait ensemble avec d'une seule voix, je suis sûr que réellement quelque chose se fera. Je suis sûr que quelque chose se fera. On l'a reçu, les jeunes agriculteurs, les agrotransformateurs ici, nous avons écouté, on a vu leurs difficultés, la jeunesse africaine. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que l'esprit d'équipe les habite pour que des actions conjointes et coordonnées puissent se faire afin de bouger les lignes déjà au plan national, régional et international? L'esprit d'équipe, l'esprit d'union et d'unité, ça a été toujours le problème entre griffes, selon moi, pour l'Afrique. Parce que si on prend ce domaine de l'agrotransformation, du moment où c'est difficile de s'unir sur sur le chiquier national pour pouvoir avoir une seule voix et acquérir beaucoup de choses, et on pourra se demander est-ce que ce sera peut-être une bonne chose pour demander quelque chose à l'international. Quand le problème s'agrandit, quand la difficulté devient dure, vous saurez que c'est important d'être unis. Il faut attendre d'abord l'extrémité. C'est pas attendre. Quand on n'arrive pas à prendre une décision rapide, à un moment donné de la vie, quand on sera vraiment très atteint, les décisions même se prendront d'elles-mêmes, quoi. C'est ce que je voulais dire. Ce qui veut dire que quand aujourd'hui on n'arrive pas à décider rapidement, un jour viendra, les jeunes, les gens pourront prendre cette décision-là de s'unir pour vraiment sauver la planète. Parce que on sera au bout du gouffre. Quand on va se réveiller tout en sueur, même si la climatisation est au top, on sera en sueur sur le lit, les gens vont vraiment décider. Si réellement
on ne pourra plus se doucher avec l'eau froide et l'eau froide deviendra l'eau chaude, on va se réveiller. Il n'y a rien à dire, on se tait. Donc vous pensez qu'il vaut mieux laisser que la nature normalise les choses à sa façon? Du moment où on n'arrive pas à comprendre la nature, cette normalisation même sera due encore. C'est un peu contraste si je parle, parce que les gens vont... Ils disent quoi exactement? D'abord, il faut le dire, si réellement on arrive à appliquer les règles de la nature aujourd'hui, d'ici 2063, la couche d'ozone va encore se régénérer. C'est ce que pense l'Union africaine. Voilà, et ce trou béant ça donne de la souffrance, ça peut se régénérer. Maintenant, si on n'arrive pas à respecter les règles que nous devons mettre en place, à savoir mettre en terre des plants à chaque moment, essayer de réduire un peu les polluants, essayer de réduire un peu les gaz qui détruisent encore l'ozone, si on n'arrive pas à respecter ces normes-là, 2063 viendra, mais on ne pourra rien. Peut-être que le trou sera encore davantage, plus large et c'est fini. Et c'est fini. Alors il faut donc qu'on essaie de faire le pas et de suivre ce que la nature nous demande afin de respecter la norme et que nous puissions vivre comme on le veut bien. Sinon, ce serait difficile pour nous sur la terre. Yoff, for ODD, quel bénéfice aujourd'hui cet événement a-t-il apporté à la jeunesse africaine réunie à Vaughan? 10 pays étaient en jeu. Assez de bénéfices, parce que si au cours de cette rencontre, il y a eu déjà plusieurs projets qui ont été présentés et 2 ont été sélectionnés pour être accompagnés. Il y a un projet béninois et un projet burkinabé qui seront accompagnés. Et il faut dire que c'est déjà un résultat qu'on doit encourager, parce que les jeunes quitter son pays disons un milieu dont vous êtes habitué, vous avez une vie assez paisible, et vous venez dans un pays où on vous met dans une condition où vous êtes juste là pour apprendre, et à la fin vous devez toujours garder quelque chose. Ce qui veut dire que tous ceux qui ont décidé de passer ces 4 jours ensemble ont toujours gardé quelque chose dans leur tête, ont toujours gardé quelque chose comme un résultat. Et les résultats, bon, les restitutions continuent aujourd'hui sur une plateforme où chaque pays va essayer de restituer ce qu'il a reçu au cours de cette rencontre-là. Et au fur et à mesure, il y aura d'autres rencontres en ligne afin d'accompagner donc ces jeunes qui ont d'autres difficultés à mettre en place ou bien à appliquer ce qu'ils ont appris sur les 4 jours. Et le résultat qu'on peut toucher aujourd'hui, c'est que à la fin du camp, lors du gala, les témoignages que les jeunes ont donnés, ça prouve vraiment qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un acquis. Il y a un acquis sur le plan de la gestion de l'eau, les questions de comment gérer les ressources naturelles et la manière dont il faut, disons, discuter avec l'autre dans une ambiance de paix, parce qu'il y a aussi la paix qui a été au sein de... Parce que les réfugiés climatiques s'annoncent bientôt. Exactement, il faut toujours discuter de paix pour que l'ambiance soit conviviale. Et quand on parle de climat, on parle de paix. Quand on parle de paix, on parle de changement climatique. Quand on parle de changement climatique, on parle des ressources naturelles, on parle de l'alimentation. Il faut que toutes ces choses-là, dont les jeunes ont eu à s'accommoder durant ces 4 jours, puissent être reflétés dans les actions dans chacun de leurs pays durant le temps où l'édition prochaine aura lieu, afin de prouver réellement qu'on est arrivé au Togo, on a appris à faire telle chose, ce changement est venu dans notre vie et on va le faire jaillir sur ce qui nous entoure. Alors, vous n'avez pas travaillé assez au Togo pour bénéficier de subventions, sinon que le Bénin et le Burkina Faso, 2 pays qui ont bénéficié des projets qui ont été éligibles à ces subventions, mais pourquoi pas le Togo? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu au moins 15 projets qui ont été présentés durant ce camp. Au niveau Togo seulement ou bien non, par pays? Pour tous les pays. Ok.
tous les pays. Le Togo s'est présenté des projets, le Ghana, le Niger, tous ces pays-là ont présenté, la Côte d'Ivoire, il y a eu des projets qui ont été présentés. Mais le critère, je vais donner juste un seul critère qui a déterminé tout. Le projet sélectionné doit avoir un lien avec un ODD. Il y a eu des projets qui ont des liens avec des ODD, mais dans leur faisabilité, dans la répercussion de ce projet, les résultats sur les autres ODD n'ont pas été vraiment fiables. Bien que si on arrive à retoucher ces projets, ça pourrait donner, mais le temps de prendre le temps de les retoucher, il y a déjà d'autres projets qui sont déjà sur place, qui ont déjà un lien direct avec les ODD. Vite fait, il faut les choisir, les accompagner au fur et à mesure que ces autres projets qui n'ont pas été choisis puissent être améliorés au cours des mois, des années. Peut-être qu'à l'édition 3, ces projets aussi pourront recevoir des soutiens pour être accompagnés afin d'impacter la jeunesse et de les aider à devenir des entrepreneurs sur la planète Terre que nous vivons aujourd'hui. Alors quand vous parlez de Vaughan, c'est quand même pas loin d'une localité à la limite touristique du Togo. Vous parlez de Togoville. Les gens ne comprennent pas assez. Mais est-ce qu'un clin d'œil a été fait à cette localité? Oui, il faut dire que la plupart de la jeunesse qui était là le dimanche, le dernier jour, donc, il y a eu une sortie de visite écotouristique à Togoville. Ils ont quitté Vaughan vers 13h après une émission à la radio Bridge FM dans la localité. Ils sont partis visiter la mer. Il y a un lieu, on appelle la mer. C'est un peu bien amélioré où les gens peuvent voir, il y a l'eau, tout est bien. Le sanctuaire marial qui se trouve à Togoville. Il y a eu assez de choses il y a eu même une forêt là que les jeunes ont visité. Ils ont profité pour prendre des vues de souvenirs afin de les montrer à leurs amis qui n'ont pas fait le déplacement du Togo. Là, c'est un lieu touristique qui accueille assez de visiteurs au moment du pèlerinage des chrétiens catholiques au cours de l'année quand même. Et il y a eu des lieux, quand vous allez à Togoville, vous verrez aussi plusieurs statues du roi Mlapa III de Togoville qui a signé un traité du protectorat avec Nachtiga, si je ne me trompe, parce que c'est un peu l'histoire. Et il faut dire, il y a beaucoup de choses que les gens ont visitées. Ça fait bien de visiter une fois Togoville qui rentre dans l'histoire du Togo, parce que c'est la ville où, quand on en parle, ça donne encore de la frisson si on se rappelle de notre histoire du Togo. Je crois qu'il y aura une émission consacrée au tourisme au Togo. Même dans votre région, vous ne maîtrisez pas véritablement des coins touristiques. On va les révéler ici, qui t'a permettre non seulement aux compatriotes d'aller les découvrir, mais également à l'international pour que les gens sachent qu'au Togo, il y a possibilité donc de faire du tourisme et vraiment de l'écotourisme. C'était donc votre émission One Money qui s'achève ainsi et qui a été consacrée ce matin au camp régional Youth for ODD qui s'est tenu donc dans la localité de Vaughan. Quel gain pour la jeunesse africaine! 10 pays étaient représentés de l'espace ouest africain jusqu'à la région de l'Afrique centrale. C'était donc avec Hervé Komi Adjaro, journaliste spécialiste des questions de l'environnement. Il devrait être avec nous le secrétaire à l'organisation de ce camp régional de Vaughan. Je veux nommer Kodjo Bagnan, mais malheureusement, il n'est pas avec nous ce matin. Peut-être qu'à d'autres occasions, on va le retrouver pour aborder véritablement les contours de cette rencontre internationale. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis sur One TV. À très bientôt. Le One Morning.
La matinale qui booste votre journée.